Bonsoir à tous, bienvenue à ce conseil municipal du 3 novembre 2020 à Épinay-sur-Orge. Les convocations ont été envoyées le 26 octobre à l'ensemble des membres du conseil municipal. Je vous propose de commencer par une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty, ce professeur assassiné sauvagement le 16 octobre 2020. Et nous poursuivrons la séance juste après. Je vous remercie. Je commence par l'appel. Monsieur Olivier Marchaud. Présent. Laurence Castin. Présent. Vincent Gallet. Présent. Annick Richard. Présente. Brice Walter. Présent. Christiane Martin. Franck Barrière, excusez, et j'ai son pouvoir. Sylvie Panzani. Nathan Fabreau. Serge Duchesne, excusez, pouvoir à Hélène Lequeux. Anne Chabria. Christian Marais. Hélène Lequeux. Marie-Laure Luthier. Jean-Marie Schiltz. Christophe Randouin, excusez, pouvoir à Olivier Marchaud. Christelle Bourdou. Olivier Gallet. Séverine Lepoulain. Ghislain Didry, excusez, pouvoir à Brice Walter. Sandrine Bouvier, excusez, pouvoir à Laurence Castin. Thomas Turki. Gilles Dugast. Pauline de Sailly. Sophie Gaudry. Omar Haddad. Didier Chinardet. Ghislaine Badouix-Vergne. Sébastien Blotière. Corinne Béras. Pascal Legouge. Mélanie Dorlancourt, excusez, et pouvoir à Sébastien Blotière. Le quorum est atteint, nous pouvons commencer la séance. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous informe juste qu'à la fin de la séance, Vincent Gallet fera une petite communication sur le fait qu'à la communauté d'agglomération, il y a un poste vacant pour la représentation d'Épinay-sur-Orge. Il va nous donner quelques explications. Ensuite, je voudrais commencer par les points qui avaient été demandés par Madame Badouix-Vergne. Elle avait demandé des informations sur la rentrée 2020-2021, puis sur la prime Covid attribuée aux agents, puis sur les cas Covid des agents communaux. Alors, pour ce qui est de la rentrée scolaire 2020-2021, c'est fait un peu bizarre de parler de ça au mois de novembre, mais bon. Donc tout s'était très bien passé, il n'y avait pas de baisse de nombre d'enfants scolarisés sur la commune, on n'a pas eu de fermeture de classe, on avait bien une ATSEM par classe en école maternelle, tous les postes d'enseignants étaient pourvus, le protocole sanitaire de l'époque, sous sa forme de l'époque, était bien mis en application, le nouveau qui s'applique depuis hier, depuis la rentrée suite au congé scolaire, est mis en application. Et on observe toujours une bonne coopération entre l'équipe enseignante
et les équipes d'agents communaux périscolaires. Pour ce qui est de la prime Covid, je rappelle que 74 agents étaient concernés par cette prime qu'on a votée au mois de juillet, pour un montant global de 34 000 €. Et pour ce qui est des cas Covid déclarés par les agents communaux, alors au mois de septembre, on a eu 3 cas, plus les cas contacts correspondants, et on avait réglé, je vous avais expliqué, on a réglé les problèmes d'absence des agents en employant les animateurs volontaires qui ont remplacé leurs collègues. Et à l'heure actuelle, on a 2 cas déclarés. Mais comme les agents ne sont pas obligés de donner le motif de leur absence, je n'en sais pas plus. Donc voilà pour les 3 points qui devaient faire l'objet d'une explication. Je demande à Laurence Castin d'être secrétaire de séance. Voilà. Et pardon ? Parce que je suis la plus jeune ? Parce que tu le vaux bien. À chaque séance, on descendra dans l'ordre du tableau. La dernière fois, c'était Olivier, donc toi. Et voilà, on continuera comme ça, à chaque fois. Ensuite, on passe à l'approbation du compte-rendu de la séance du 29 septembre 2020. J'aimerais y apporter une petite correction. Christelle Bourdieu était absente et excusée. Donc voilà qui réparait Christelle. Effectivement, on a retrouvé le mail dans lequel tu donnais ton pouvoir et ça n'avait pas été pris en compte à l'époque. Donc ça, ce sera ajouté au compte-rendu de la séance du 29 septembre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'ajout, de modification ? J'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, ceux qui ont un pouvoir, vous n'oubliez pas de lever la main 2 fois, s'il vous plaît. Merci. Alors, on passe désormais à l'ordre du jour aux délibérations prévues dans ce conseil municipal. On va commencer par l'adoption du règlement intérieur. Je rappelle que le Code général des collectivités territoriales prévoit que dans un délai de 6 mois après son installation, les conseils municipaux doivent adopter leur règlement intérieur. Il s'agit des mesures concernant le fonctionnement du conseil que vous avez reçues. Je vous donne quelques petites explications, donc pour le public surtout. Les dispositions du Code imposent au conseil municipal l'obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrat ou de marché, ainsi que les règles de présentation, d'examen et de fréquence des questions orales, notamment. Et je remercie la liste Union municipale qui a déposé plusieurs amendements qu'on va évoquer maintenant. Je les remercie d'avoir participé à la rédaction de ce document. Donc je commence par les amendements. Monsieur Blottière, vous allez les présenter, puis je vous répondrai ensuite, s'il vous plaît. Merci Madame le maire. Donc différents amendements à ce règlement intérieur, un acte important le règlement intérieur puisqu'il inscrit juridiquement nos droits et nos obligations, notre organisation et notamment les droits de l'opposition. Donc et il y a, comme vous l'avez rappelé, une obligation de l'adopter dans les 6 mois de votre installation. Alors effectivement, on a déposé plusieurs amendements qu'on présentera peut-être pas seulement moi dans mon équipe, mais mes collègues aussi. Un premier amendement concernant la commission d'appel d'offres. On en a parlé en réunion avec vous. Vous avez fixé au seuil communautaire la saisine de la commission d'appel d'offres dans le cadre de la commande publique. Les seuils communautaires étant d'un montant assez élevé, autour de 5 225 000 € en matière de travaux publics et 209 000 € pour ce qui est des fournitures et prestations de services. On s'est dit que laisser la saisine de la commission d'appel d'offres à ces montants reviendrait finalement à ne jamais solliciter la commission d'appel d'offres lors des années à venir. Donc on s'est demandé si on ne pouvait pas baisser ces seuils pour qu'elle puisse intervenir, puisque cette commission finalement nous réunit, nous, des élus, et participe
pleinement d'une démocratie participative et que les uns et les autres puissent s'informer de la commande publique. Donc nous avions proposé de baisser les seuils à partir entre 150 000 et 5 millions d'euros pour les travaux. Et pour les fournitures et prestations de services, il y a une petite coquille, c'était de 50 000 à 209 000 euros. Voilà. Alors, la commission d'appel d'offres et son fonctionnement sont strictement encadrés par les textes et il n'est pas possible de déroger à quoi que ce soit et pas au montant non plus puisqu'ils sont fixés par arrêté. Néanmoins, on peut imaginer de travailler ensemble sur une commission consultative des marchés publics en procédure adaptée, qui en fait revient à la même chose, mais qui ne s'appellera pas CAO, et on peut en définir ensemble les modalités. Le montant de 50 000 euros, on pourra le discuter, mais si on met en place une commission consultative à partir de 50 000 euros, ça veut dire qu'on va se voir au moins 2 fois par semaine. Je tiens juste à le dire. C'est bon, voilà. Mais on peut tout à fait en discuter et mettre ça en place, il n'y a pas de souci. Bon, on verra pour les montants. Et ça, en revanche, ça ne figure pas, ça fait l'objet d'une note interne, ça ne figure pas dans le règlement intérieur du conseil municipal. Donc on peut le faire avec volontiers, mais pas dans ce cadre-là. Vous aviez d'autres amendements ? Votre réponse nous satisfait, on en avait parlé, on le dit, hein, effectivement. Oui, je vais laisser peut-être la parole à M. Chinardet pour l'amendement après l'article 5.6. C'est bon ? Merci, Madame la Présidente. Donc, oui, je voulais intervenir à propos de l'article 5. Je voulais déjà rappeler les conditions dans lesquelles nous sommes. Lors des dernières élections municipales, les Spinoliens ont choisi d'envoyer au conseil municipal les femmes et les hommes que nous sommes autour de cette table. Ils attendent de nous que nous sachions travailler ensemble, majorité et opposition. Pour ce faire, il est de notre devoir collectif de mettre en place les conditions de travail nécessaires à l'échange des idées et au traitement des nombreux dossiers que notre municipalité va avoir à traiter. Cela dans le respect des prérogatives des uns et des autres. Dans ce but, ainsi que cela se fait dans bien des communes, comme cela se faisait depuis des années, et d'ailleurs à Épinay-sur-Orge, il nous paraît nécessaire de mettre en place des structures qui nous permettent donc de travailler ensemble, majorité et opposition, sur tous les dossiers. C'est le sens donc de la proposition d'amendement que je vais vous présenter maintenant. Donc après l'article 5, 6, nous proposons donc de créer 2 articles à la suite. Un article 5.7, donc, qui pourrait s'appeler commission spécifique. Des commissions spécifiques sont constituées en début de mandat. Chacune est compétente sur un sujet engageant l'avenir de la commune, par exemple, la révision du plan d'occupation des sols, la vie culturelle ou le commerce de proximité. Ce sont des exemples. Sous l'autorité du maire ou de l'adjoint compétent, ces commissions sont composées de membres du conseil municipal, majorité et opposition. L'objectif de ces commissions est de soumettre des projets d'évolution pour la commune. Voilà pour l'article 5.7 que nous proposons. Et concernant un article 5.8 qui s'intitule « Commission permanente », des commissions permanentes sont constituées en début de mandat. La compétence de chacune de ces commissions porte sur un domaine particulier, comme la vie culturelle, l'évolution de la circulation dans la ville, piétonne, de roues, automobile, ou le développement du sport. Sous l'autorité du maire ou de l'adjoint compétent, ces commissions sont composées de membres du conseil municipal, majorité et opposition, ainsi que de spinoliens qualifiés sur le sujet. L'objectif de ces commissions est de réfléchir et d'apporter des idées nouvelles pour l'avenir de la commune. Je vous remercie.
Alors, effectivement, il y a plusieurs formats qui sont possibles pour ce type de commission. Personnellement, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on répond à votre demande de commission spécifique et commission permanente, comme j'ai l'habitude de travailler de manière transversale avec mes adjoints, ce sont des commissions qui seront menées par mes adjoints. Voilà, dans le cadre de leur délégation, ça veut dire que je n'ai plus aucun contact ou presque avec les élus de l'opposition. Par conséquent, je n'accéderai pas à votre demande parce que je préfère le schéma que j'ai mis moi-même en place, c'est-à-dire de recevoir avec ou sans mes adjoints, en fonction des sujets et en fonction de l'actualité, la totalité de votre liste. Une fois que vous avez reçu le dossier complet du Conseil et avant le Conseil pour vous répondre à toutes vos questions et pouvoir échanger avec vous. D'ailleurs, bon, je ne vous ai pas encore beaucoup vu, Monsieur Chinardet, mais vous êtes le bienvenu, comme vos collègues qui, eux, sont déjà venus avant chaque Conseil. Et d'autre part, si jamais je mettais ces commissions spécifiques en place, il n'y aurait qu'un seul représentant de votre liste qui serait présent. Or là, dans le schéma que je vous propose, vous pouvez venir tous les 6. Ça me semble mieux. Voilà. J'espère avoir répondu à votre demande. Ensuite, il y a d'autres modifications, d'autres amendements. Ah, je ne vois pas d'ici, pardon. Oui, c'est bon, merci. Oui, en fait, on ne parle pas de la même chose, Madame la maire. Moi, je parle de travail de fond sur des sujets de longue haleine. Vous parlez d'une commission qui précède le conseil municipal, c'est-à-dire qui traite que des sujets qui sont portés à l'ordre du jour du dit conseil municipal. Donc, on est en quelque sorte dans un dialogue de sourds. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans la même dimension. J'ai bien noté, nous avons bien noté d'ailleurs dans notre proposition, que c'était sous l'autorité du maire, ça va de soi, et qu'effectivement, ça peut être présidé par son adjoint compétent en la matière, ça va également de soi. Mais l'objectif de cela, au-delà du principe qu'il faut acter quelque part, et notamment dans le règlement de fonctionnement du conseil municipal, ce qui paraît logique, au-delà de ça, c'est d'avoir, de contribuer, nous, opposition, aux travaux de la majorité sur des sujets de fond qui intéressent tous les spinoliens. Il ne s'agit pas là de faire de la politique politicienne, il s'agit là de contribuer à la réflexion, tout simplement. Les décisions, ensuite, bien entendu, comme vous le savez, mais je le dis pour notre auditoire, ces décisions sont prises effectivement autour de cette table. Et c'est vrai que vous avez, le fait est là, une écrasante majorité. Donc, si même nous défendons une solution particulière, on a peu de chances de la voir aboutir. C'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant, au-delà de cet aspect je dirais, très hermétique et très administratif et très politique des choses, que l'on puisse travailler, parce que je pense que autour de cette table, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, on peut avoir des idées qui peuvent être pertinentes pour la commune. C'était ça le sens de nos propositions. J'entends que vous ne voulez pas y donner suite, j'en prends acte personnellement. Alors, mon discours de politique politicienne, comme vous dites, vous le verrez à l'usage avec les constitutions des différentes commissions qui ne figurent pas, qui ne doivent pas figurer dans ce règlement intérieur du conseil municipal. Et je déciderai effectivement, quand ce sera le moment, avec l'ensemble des adjoints et puis l'ensemble du conseil. Si vous vous déplacez, vous pourrez le constater. Mais je ne souhaite pas modifier cet article. Ensuite, amendement pour l'article 6. Alors, nous vous proposons un amendement à l'article 6 afin de donner un cadre plus formel aux réunions préparatoires et permettre de garantir les droits de l'opposition.
Nous souhaitons rajouter: ces réunions sont à l'initiative et présidées par le maire qui convoque le ou les adjoints concernés par les sujets inscrits à l'ordre du jour, ainsi que l'ensemble des élus du groupe opposition. Au cours de ces réunions, chaque point prévu à l'ordre du jour du Conseil est discuté. Le cas échéant, une ou plusieurs réunions de travail complémentaires peuvent être sollicitées pour tout élu auprès du maire qui devra motiver son éventuel refus. Merci, Madame la maire. Merci. Donc, je donne un avis favorable, enfin, je donne un accord à votre proposition, sauf pour la dernière phrase. Le cas échéant, une ou plusieurs réunions de travail complémentaires peuvent être sollicitées par tout moyen auprès du maire qui devra motiver son éventuel refus. D'abord, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Et puis, je pense que cette phrase n'est pas nécessaire pour la bonne compréhension et puis le bon exercice, enfin la bonne utilisation de ce règlement intérieur. Et cependant, j'accepte de conserver dans le règlement intérieur le reste de votre rédaction. Un amendement encore ? Donc merci d'avoir satisfait notre demande là, sur l'article 6, effectivement, qui finalement inscrit dans le règlement intérieur les propositions que vous avez faites et puis les réunions qu'on a eues avec vous. Alors, un amendement à l'article 8.5, c'est sur les délais de transmission des questions orales, qui sont des questions écrites d'abord et puis orales ensuite. Sauf erreur de ma part, j'ai vu quelques jurisprudences qui ne permettent pas d'instituer un délai de 72 heures. On a un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles qui a estimé qu'un dépôt obligatoire des questions orales 72 heures au moins avant la séance du conseil municipal porte une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation aux droits et prérogatives de conseillers municipaux et méconnaît ainsi les dispositions combinées du Code général des collectivités territoriales concernées. On a un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2020 qui a confirmé cette position. Et on a par ailleurs un jugement du théâtre Versailles du 8-12-92 qui a indiqué qu'un délai de 24 heures ne portait pas atteinte aux droits d'expression des conseillers municipaux. Alors, certes, il ne s'agit pas d'arrêt du Conseil d'État, décision de fond, j'ai pris celle qui m'arrangeait. Ceci dit, très franchement, je n'en ai pas vu d'autres qui allaient dans un sens inverse. Donc, on propose à l'article 8 de remplacer les mots 72 par les mots 24 et de permettre un seuil très bas de vous transmettre nos questions 24 heures avant le conseil municipal. Alors, je pourrais accéder à votre demande. Ça voudrait juste dire qu'on n'a pas le temps matériel d'apporter des réponses éclairées, construites, etc. Parce que quand bien même j'ai la plupart des réponses dans la tête, je peux avoir besoin de consulter à la fois les élus et les services, surtout les services, pour leur demander des précisions pour apporter une réponse éclairée. Alors, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est que matériellement, c'est compliqué. Je trouverais ça dommage d'être obligé de vous dire, et devant des spinoliens qui nous regardent, bah, écoutez, la réponse, vous l'aurez au prochain conseil. Voilà, donc pour juste cette raison de pratique, je ne souhaite pas donner une suite favorable à votre demande. Néanmoins, si vous posez quand même une question 24 heures avant, et si on peut y répondre, on le fera quand même. Mais ça me paraît compliqué, parce que je peux vous assurer que pour les réponses aux questions que vous avez posées, j'ai quand même eu besoin d'une partie de mon week-end et de consulter avant de rédiger une réponse un peu hâtive. Donc voilà, je ne souhaite pas donner une suite favorable à cet amendement. Un dernier ? Oui. Merci Madame la maire. Pour l'amendement à l'article 9.5, donc l'article 9.5 est modifié comme suit. Premier point, au troisième alinéa, après le mot numérique, il est ajouté les mots site internet et page Facebook de la ville. Deuxième point, le sixième alinéa est complété par la phrase suivante. Les élus de l'opposition pourront avoir leur photographie dans l'encart du bulletin municipal dans lequel la tribune est publiée. Et donc, l'exposé des motifs, cet amendement vise à bien s'assurer que tous les supports numériques de la ville permettent l'expression des conseillers municipaux et vise aussi à identifier les élus d'opposition au-dessus des tribunes qu'ils publient dans le magazine de la ville.
Et si je ne m'abuse, mais ça c'est sous votre contrôle, il me semble que c'est aussi une demande que vous aviez faite avec, en 2014, sous le mandat précédent. Bien. Alors, je réponds tout de suite à la dernière partie. On avait effectivement demandé, ça nous avait été refusé, et moi je vous l'accorde. Première chose, vous avez effectivement la possibilité, vous aurez la possibilité de mettre vos photos sur vos supports. Et pour la première demande, l'ajout de sites internet et pages Facebook, je ne souhaite pas y donner un avis favorable parce que de toute façon, vous avez accès à tous les supports de la commune. Enfin, donc, ce n'est pas nécessaire de le rajouter puisque vous y avez accès de facto. Bon. Je vous remercie. Voilà pour ce règlement intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres observations, des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À la majorité, merci. Alors, point suivant, délibération relative à 2 conventions entre les communes de Longjumeau et d'Épinay-sur-Orge pour la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés. Attends, Laurence, je te donne la parole. Le vote, c'est pour vous et pour... Et puis Madame d'Orlancourt. C'était ça, la précision que vous demandez. Donc la délibération concernant la prise en charge des frais de restauration pour des élèves scolarisés en classe Ulysse à Longjumeau. Voilà, cette convention, c'est pour l'année 2020-2021. Ce sont des élèves qui sont scolarisés dans un cadre scolaire qu'on ne peut pas leur offrir à Épinay parce qu'on n'a pas les structures et l'organisation nécessaires. Des observations, des remarques? Je mets au vote qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 3. Il s'agit de la convention d'objectifs et de financement entre la ville d'Épinay-sur-Orge et la Caisse des allocations familiales. La ville d'Épinay offre aux jeunes spinoliens des services d'accueil de loisirs le mercredi et durant les vacances scolaires. Ces services sont ouverts dans un principe d'égalité à tous les jeunes et sans discrimination. Ils concernent actuellement une quarantaine de jeunes sur notre commune. Cette démarche n'est pas inscrite dans le cadre d'une convention avec la Caisse des allocations familiales et on souhaite donc par cette délibération procéder à la signature de cette convention. La Caisse des allocations familiales soutient le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse. Donc on souhaite passer cette convention pour l'année 2020. Il s'agit de financement de courts séjours de 4 nuits consécutives ou plus pour les jeunes. Et pour information, la prestation de services accueil adolescents est fixée sur la base de 30% d'un prix de revient plafonné annuellement par la CAF. C'est un peu technique, mais cette convention est nécessaire, enfin est en tout cas importante pour nos jeunes. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Alors, on passe à la délibération numéro 4 et je donne la parole à Olivier Marchot. Excuse-moi. Merci Muriel. Bonjour, je vais vous présenter donc la délibération relative au maintien d'une taxe d'aménagement à taux majoré. La délibération que je vais porter permet en fait de majorer la taxe d'aménagement, à savoir que sur Épinay, la taxe d'aménagement est de 5% sur le territoire. Le Code de l'urbanisme autorise certaines zones de pouvoir la majorer,
Alors les zones, ce sont les 2 OAP, donc ce sont des zones, des opérations d'aménagement programmées, donc ils sont en centre-ville et en gare. Actuellement, dans ces 2 zones, la taxe d'aménagement est de 10%, donc on propose de la passer à 15%, sachant que le reste de la commune resterait bien évidemment à 5%. Donc la majoration, voilà, l'évolution, c'est de passer la taxe d'aménagement donc de 10 à 15%, et c'est l'objet de la délibération que je présente ce soir. Merci. Des observations, des remarques? Sébastien Blotière. Merci Madame le maire. Est-ce que vous pourriez, le cas échéant, Monsieur Marchot ou Madame le maire, nous faire un petit point sur les opérations en cours en centre-ville? Y a-t-il des permis de construire à l'étude? Y a-t-il des choses qui sont en train d'évoluer ou pas? Enfin, je pense que oui. Voilà. Oh, pardon. On peut vous faire une présentation au prochain conseil municipal pour vous expliquer un petit peu les projets qui sont en cours. Évidemment, c'est des opérations qui sont certaines sur lesquelles il y aura des permis de construire qui vont être accordés ou refusés. On verra en fonction de l'instruction. Après, il y a certaines opérations qui sont aujourd'hui en cours de négociation entre propriétaires et promoteurs. Donc là-dessus, évidemment, nous, côté mairie, on n'a pas forcément toutes les informations. Ça reste quand même des opérations privées. Donc on peut vous donner des tendances, mais il n'y a rien de définitif, en tout cas, sur ces opérations-là. Les seules choses que nous, on peut estimer bien abouties, c'est quand il y a un permis de construire qui est déjà qui est mis en mairie. Voilà. Mais oui, on vous fera une présentation au prochain conseil municipal, il n'y a pas de problème. Merci. D'autres observations, d'autres questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Délibération suivante, numéro 5. Je laisse la parole à Olivier Marchot. Hop. Donc, je vais vous présenter maintenant une délibération qui porte en fait sur l'opposition au transfert de compétences en matière de PLU à la communauté d'agglo Paris-Saclay. À savoir que la loi ALUR, qui est passée donc, le 27 mars 2014, permettait en fait le transfert de compétences de tout ce qui est relatif à l'urbanisme. Donc, on parle de PLU et non de POS. Donc il y a une première délib qui est passée le 2 mars 2017 qui présentait le fait que Épinay voulait garder sa compétence urbanisme. Donc ça a été chose faite. Il y a une deuxième vague qui passe actuellement en fait, pour confirmer en fait, ce non-transfert de compétences. Et donc on doit se prononcer avant le 1er janvier 2020, dans les 3 mois avant. Donc on est dans ce timing. Donc voilà, donc, notre souhait effectivement est de conserver notre compétence urbanisme et de ne pas la transférer à l'agglomération. Merci. Je tiens à préciser que la plupart des communes, et même Vincent, tu me dis si je dis des bêtises, mais je crois que la totalité des communes de Paris-Saclay souhaitent conserver leur compétence plan local d'urbanisme. Je vous dis ça pour information. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, Monsieur Chinardet. Merci. Oui, effectivement, c'était le cas au précédent mandat. Et je pense que c'est une bonne solution que de reconduire cette situation. Ça nous laisse au moins, ça vous laisse au moins, et à nous tous, la main sur ce qui se passe sur notre territoire que nous avons donc à gérer. Donc, en ce qui nous concerne, on est tout à fait d'accord avec la position que vous prenez sur ce sujet. Merci. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. À l'unanimité. Délibération suivante, présentation du rapport de la CLECT. Je donne la parole à Vincent Gallet. Merci Madame la Présidente. Je vais juste rappeler que la CLECT est une
commission stricto sensu locale d'évaluation des charges transférées. C'est une commission qui est très très encadrée au niveau des EPCI à fiscalité propre que sont la CPS dont nous sommes membres. Et donc cette commission a pour vocation d'étudier systématiquement les charges qui sont transférées à l'agglo. Il décide de calculer, d'un mode de calcul des charges qu'on a transférées, et ça permet de calculer derrière ce qu'on appelle les attributions de compensation, qui sont en gros la différence entre la charge et le prix et ce qu'elle rapporte. Donc, théoriquement, il faut statuer par une commission qui vote, et cette commission elle a un mode de représentation qui est en gros une personne par ville. C'est-à-dire que même les villes les plus importantes qui ont beaucoup de représentants à l'agglo, ça c'est une chose qu'il faut comprendre, ont en fait moins de pouvoir proportionnellement que le pouvoir que leur nombre d'habitants pourrait leur donner. C'est-à-dire que les majorités, ou en tout cas les décisions qui sont prises par la CLECT, sont souvent quand même empreintes d'une forme de solidarité et qui ne sont pas au détriment des petites communes, puisque les petites communes ont globalement le même pouvoir que les grosses. Ça, c'est juste pour expliquer un peu l'esprit dans lequel siège la CLECT. Et la CLECT peut être amenée à trouver des formules très alambiquées pour effectivement moyenner le fait que certaines communes doivent payer moins parce qu'elles sont dans une situation particulière. Et en fait, ce n'est pas forcément là que ça devrait être fait, mais c'est quelquefois là que c'est fait. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer les mécanismes de la CLECT. Alors la dernière fois que la CLECT s'est réunie, et c'est pour ça que vous avez eu ce rapport, un rapport vous a été transmis. C'est une obligation légale que tout ce qui est décidé par la CLECT, les débats de la CLECT sont publics, c'est-à-dire qu'on peut assister aux réunions de la CLECT, et on doit présenter le rapport des réunions de la CLECT en conseil municipal. Donc, je ne vais pas vous relire tout le rapport qui vous a été transmis. Par contre, s'il y en a qui veulent poser des questions sur ce rapport, je veux bien y répondre. Je vais quand même préciser qu'il y a eu un sujet sur un syndicat intercommunal de la région de Montlhéry qui gérait à 7-8 villes, qui gère des équipements et une piscine, un gymnase, et qui autrefois gérait aussi des ordures ménagères. Et donc, il y avait un sujet parce que, effectivement, l'intérêt communautaire n'est pas particulièrement avéré, mais pour des raisons historiques, au moment de la fusion entre Europe Essonne et la CAPS, il a été fait le choix de l'intégrer à l'intérêt communautaire et de considérer que les équipements gérés étaient gérés par la communauté. Et donc, ça a été, et ça sera l'objet de la délibération suivante, un peu épinglé par le rapport de la Cour régionale des comptes. Et donc, ça a été un des gros sujets pour savoir comment les AC allaient être calculés dans les années qui viennent sur ce syndicat-là. Voilà. Donc, c'était juste le point un petit peu qui était... je ne veux pas dire animé, parce que les gens sont toujours de bonne composition, mais comme on sait que c'était épinglé par la Cour régionale des comptes, il y a eu du débat sur ce sujet-là, mais je pourrais y revenir un peu plus tard. Sinon, le rapport vous montre en gros la façon dont se traitent les sujets au niveau de la CLECT. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce rapport. Oui, Monsieur Blottier.
Merci. Je vais faire une remarque désobligeante. Je crois que la commune d'Épinay n'était pas présente à cette réunion. Donc ce sont Muriel et moi qui sommes normalement délégués. Et ce soir-là, on avait déjà une autre réunion. Et n'ayant pas le don d'ubiquité, effectivement, on n'a pas pu y assister. Mais j'étais à cette réunion comme observateur. Je n'ai pas voté sur les sujets, mais je peux vous parler de cette réunion parce que j'y étais. Voilà. C'était une réunion qui se tenait en présentiel, donc j'y suis allé. Notez au passage que c'était à Ballainvilliers, donc c'était pas loin. Je ne suis pas allé à pied, mais c'était pas loin. Laurence, ton micro, s'il te plaît. Comment ? Ton micro. Merci pour cet échange. Je vous laisse la parole juste après. Je tiens à signaler par rapport à la communauté d'agglomération qu'en fait, tout le monde peut y aller. Alors, bon, pas en ce moment et en ordre, modéré, c'est-à-dire qu'il y a déjà 78 conseillers communautaires. Si chaque commune envoie 5 à 10 personnes, il va y avoir un problème de place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bureau communautaire, seuls les maires s'expriment et votent, mais les observateurs, comme vient de le dire Vincent Gallet, sont les bienvenus. C'est un mode de fonctionnement qui n'existe pas dans toutes les communautés d'agglomération, mais à Paris-Saclay, c'est le cas. Donc, si l'un d'entre vous souhaite y participer, pas de souci, vous pouvez y aller. Conseil communautaire également, il n'y a que les conseillers communautaires qui votent, qui s'expriment et qui votent. Alors, les observateurs, je ne sais pas s'ils sont tellement... Si c'est possible de les accueillir, parce que là, 78, ça commence à faire beaucoup. Et les commissions et comités de pilotage, on peut aussi envoyer du monde. On peut aussi y aller. Enfin, tous les élus peuvent y aller. La seule chose, c'est que si ça vous intéresse les uns et les autres d'y aller, il faut juste me le dire pour que je puisse prévenir de votre présence. Voilà. Et puis que vous ne soyez pas trop nombreux à y aller pour des raisons évidentes de place et d'organisation. Monsieur Blottière, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure ? Je vous remercie pour la réponse. C'était volontairement provocateur. Simplement, c'est que je n'ai pas eu... moi, je m'abstiendrai parce que je n'ai pas eu le rapport en question. J'ai demandé... je marche à l'ancienne, j'ai demandé en papier, je ne l'ai pas eu dans l'enveloppe. Voilà. Et peut-être qu'il était via le mail. Hein, c'est pas ça. Voilà, c'est spontané. Là, voilà. Répondre, Laurence ? En fait, moi, je fais pareil. J'ai été voir au secrétariat pour demander le rapport d'activité complète. Et c'est ça, le rapport d'activité complète. En fait, c'est une phrase type, apparemment, que le secrétariat indique en bas des délibérations où il y a des rapports. Mais là, il n'y a pas d'autre rapport que celui qui est dans ce petit dossier et le règlement intérieur. Est-ce qu'il s'agit d'un vote ou... C'est un vote. C'est un vote. Allez, alors, d'autres observations, Laurence ? Non ? C'était dans les annexes. Dans le document envoyé, il y avait des annexes. Sur le lien, il y avait les délibérations et les annexes. D'accord. Bon. Non, c'est pas bon. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 7. Je donne la parole à Vincent Gallet, encore. Merci Madame la Présidente. Alors en fait, cette délibération est en fait une prise d'acte. Donc on peut
discuté autour de ce rapport de la Cour régionale des comptes, qui fait son métier en essayant de trouver tous les loups qu'il peut y avoir dans les pratiques des EPCI, et notre EPCI ne fait pas exception à la règle. On peut dire que 95% des phrases qui sont dans ce rapport sont plutôt, je dirais, classiques, les pratiques sont plutôt correctes, mais on s'applique à regarder juste les choses où on a surligné en disant il va falloir faire mieux la prochaine fois, ça c'est important de le corriger. Donc je vais vous résumer en gros la teneur de ces points qui ont été stabilotés par la Cour régionale des comptes. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de choses qui sont un petit peu pointées du doigt sont là pour des raisons historiques, et surtout la fusion, depuis la fusion de la CA2E, la communauté Europe-Essonne dont faisait partie Épinay, et a fusionné au 1er janvier 2016 avec la communauté d'agglomération du plateau de Saclay pour devenir la CPS, et se sont rajoutés Vissou et Verrières, deux villes qui avaient la possibilité potentiellement de rejoindre le Grand Paris et qui se sont retrouvées avec nous, avec les 27 communes de la CPS. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est quand même dit, c'est que c'est une agglo qui est plutôt dynamique, qui s'est très vite mise en marche pour arriver à une réelle efficacité. Malheureusement, il y a quand même des petits points qu'elle souligne. Alors, effectivement, j'ai pris quelques notes. Sur le montant des attributions de compensation versées aux communes membres de la CPS, ça résulte encore de situations antérieures déconnectées des transferts de compétences. C'est-à-dire que normalement, les attributions de compensation, elles sont directement liées à des transferts de compétences. On ne peut pas payer des AC ou réclamer des AC à des communes juste pour équilibrer, pour payer quelque chose qui serait un arrangement entre maires. Il faut que ça corresponde à des compétences transférées, et que si la compétence qui est transférée coûte à la communauté plus que ce que ça lui rapporte, la ville récupère la différence sous forme d'attribution de compensation. Donc, il y avait des pratiques au niveau d'Europe-Essonne et de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay qui étaient un petit peu différentes. Et pour lisser ça, pendant 2 ans, il a été décidé que la fusion n'aurait pas d'impact sur le budget des communes, et qu'on continuerait en s'arrangeant avec les AC pour que effectivement les villes n'aient pas de problème pour monter leur budget. À charge à elles, quand même, et à la communauté d'agglomération, de se remettre dans les clous. Et là, la Cour régionale des comptes précise qu'il faut quand même maintenant s'y mettre sérieusement. Alors, la CA2E avait majoré de 2,5% l'attribution de compensation versée à l'ensemble de ses communes membres, afin de sanctuariser le montant, c'est-à-dire en prévision de la fusion, ils avaient un petit peu forcé la main à la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, qui de son côté avait fait d'autres choses aussi pour préparer à son avantage la fusion. Et voilà. Donc, et on peut dire aussi que la CPS a souhaité pérenniser la participation versée par l'ex-CA2E, dont faisait partie Épinay, au syndicat intercommunal de la région de Montlhéry, le CIRM, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc ça, l'augmentation de l'attribution de compensation n'était pas liée à des transferts de compétences, et la prise en charge du déficit du CIRM paraît de ce fait un peu irrégulière, parce qu'en fin de compte, il y a une commune dont je ne me rappelle plus du nom qui a quitté le CIRM et qui, en gros, c'est comme un Brexit, n'a pas payé son addition en partant, donc a laissé un déficit, et ce déficit a été plus ou moins épongé par la communauté d'agglomération Europe-Essonne.
Mais il faut voir que Europessonne était relativement riche et pouvait se permettre, parce qu'il y avait beaucoup de communes d'Europessonne qui faisaient partie du CIRM, alors que ce nombre de communes, en proportion, a baissé au moment de la fusion. Donc effectivement, autant ça pouvait passer pour Europessonne, autant pour la communauté d'agglomération Paris-Saclay, ça ne passait plus. Donc là, la Cour régionale des comptes demande à ce que ça soit remis dans les clous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Plus du tiers du coût net des investissements de voirie, sachant que la voirie est une compétence optionnelle. Épinay a fait le choix de ne pas prendre cette compétence voirie, donc on n'est pas directement responsable, mais les décisions ont été votées. Donc la compétence en matière de voirie, donc l'augmentation de l'attribution de compensation, plus du tiers du coût net des investissements de voirie n'est pas répercuté sur les communes ayant transféré leurs compétences en matière de voirie de la CPS. Donc là, la Cour régionale des comptes pointe quelque chose qui est problématique, c'est-à-dire que les charges transférées devraient générer des AC et ces AC ne sont pas répercutés sur les villes qui ont pris cette compétence-là. Donc c'est quelque chose aussi qui doit être régularisé dans les années futures. 500 000 euros sont versés chaque année à 4 communes par une augmentation de leur attribution de compensation sans lien établi avec des transferts de compétences. Ça, c'est ce que dit le rapport. Donc ça fait partie des petites choses qui grattent. Le mode de calcul des attributions de compensation est peu transparent et ne reflète pas fidèlement l'impact des compétences transférées par les communes. Ça, c'est un peu la conclusion. La Chambre invite la CPS à intégrer la totalité du coût net des charges transférées à la communauté dans l'attribution de compensation. Il faut savoir que c'est assez compliqué parce qu'en fin de compte, les charges peuvent être des charges de fonctionnement ou des charges d'investissement. Les charges, ça peut être du personnel transféré, c'est-à-dire qu'il faut après mesurer le temps que passent des agents qui sont, en théorie, qui travaillent sur une compétence qui est transférée mais qui reste dans leur mairie. Donc tout ça, c'est des choses qui sont relativement compliquées à calculer, mais les spécialistes de la Cour régionale des comptes, avec des tableaux, des abacs, voient qu'effectivement, le raccord n'est pas bon et qu'il s'en faut de 500 000 euros. Alors, Épinay n'est pas concerné, mais la Cour régionale des comptes constate que les conservatoires intercommunaux n'ont pas une tarification homogène. L'intérêt, quand on fait un transfert d'un équipement qui fait appel à des frais, c'est-à-dire qu'il y a des usagers qui vont payer l'usage de cet équipement, la moindre des choses, c'est que les coûts soient les mêmes partout dans la communauté. Et là, ce n'est pas le cas. Aussi pour des raisons historiques, mais la Cour dit qu'il faut que ça soit homogène. Et puis, à l'exception du conservatoire à rayonnement départemental d'Orsay, les 6 autres équipements de ce type sont très majoritairement, mais vraiment très très majoritairement, utilisés que par des gens de la ville. C'est-à-dire que vous transférez un équipement, la communauté s'en occupe, et au final, on s'aperçoit qu'il n'y a que des gens de la ville qui utilisent cet équipement. La Cour s'interroge sur la réalité du transfert de la compétence. Voilà. Donc, sur le rayonnement aussi. Voilà, c'est un problème de rayonnement. Après, je veux bien répondre à vos questions, mais je vous ai simplement un petit peu éclairé sur les petites choses qui sont dans ce rapport. Sachant encore une fois que c'est une prise d'acte, mais c'est aussi un peu ma mission de vous montrer ce qui se passe à l'agglo. Voilà. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bon, Vincent, c'est que tu as été clair, alors merci à toi. Donc on prend acte, puisqu'il n'y a pas de vote. Bon, point suivant, délibération numéro 8. Je donne la parole à Laurence Castin. Oui, merci. Alors là, ça va aller assez vite. Donc on n'a pas vraiment le choix sur
notre volonté dans ce Conseil. S'il s'agit de l'effacement d'une dette par la suite d'une décision de la commission de surendettement de l'Essonne, donc c'est une décision qui s'impose à nous. Donc c'est une personne qui n'a pas payé ses frais d'un montant de 720,16 € en cours des années 2016 et 2017. Et comme son dossier de surendettement a été accepté par la commission, on nous demande instamment d'effacer ces dettes. Voilà. Donc, on doit quand même voter sur ce sujet. Merci Laurence. Des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? C'est un peu bizarre de voter pour quelque chose qui s'impose à nous, mais c'est comme ça. Neuvième et dernière délibération, modification du tableau des effectifs. Le tableau des effectifs a été modifié et présenté ce soir en conseil pour l'embauche par mutation d'un fonctionnaire pour la police municipale et le recrutement par voie de détachement d'un policier national. Le tableau qui est joint n'est pas à jour, mais il est au moins opérationnel pour accueillir ces 2 nouveaux policiers municipaux. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, qui a levé la main en premier? J'ai pas mes lunettes. Alors, Monsieur Blottière. Merci. Alors, ce sujet, c'est un sujet en creux, c'est un sujet sécuritaire et c'est un sujet très important. Donc, on prend acte du tableau des effectifs. Si on comprend bien, on sera à 4 policiers municipaux. Déjà, voilà. Ce 4e, sauf erreur de ma part, était déjà prévu. Les lourdeurs structurelles des recrutements ont fait que ça a été reporté, je crois. Bon, on en prend acte et c'est une bonne chose. Mais à notre avis, on peut peut-être aller plus loin. Il y a beaucoup de choses à faire en matière de sécurité. Et ces questions-là ne sont pas qu'un fantasme. Effectivement, on peut jouer sur les effectifs. Alors, ça a un coût pour la commune. Il ne s'agit pas d'embaucher 15 policiers municipaux, ça serait exorbitant. Ça serait bien, mais oui, voilà. Je pense pas que ce soit réaliste. On est réaliste. Réalisable. Tout à fait, oui. On essaie d'être pragmatique et d'avoir des propositions faisables. Donc, malgré tout, peut-être dans le temps, procéder à 5e, 6e embauche, pourquoi pas au cours du mandat. Pourquoi pas user de ce qu'on appelle les ASVP, qui permettraient de permettre à la police municipale de se consacrer à ses missions, je veux dire ses missions régaliennes, c'est-à-dire finalement la surveillance du territoire, et permettre à cet autre personnel qui sont chargés de la surveillance d'être aux abords des écoles. Donc ça libérerait du temps d'action pour la police municipale. On peut jouer aussi, c'est ce qu'on propose, sur les plages horaires. On sait tous que peut-être qu'à certains moments de la journée, les incivilités, la délinquance, c'est pas à ces moments-là qu'ils ont lieu, c'est peut-être plutôt en fin de journée. Donc pourquoi pas faire des propositions en matière de décalage horaire des agents de police municipaux. On a aussi les questions des caméras de surveillance. Et ça serait peut-être le moment d'en faire un audit, de savoir quel est l'état de ces caméras et peut-être revoir leur implantation. Sachant qu'en la matière, il existe des subventions de la région, de l'État, donc il y a peut-être des petits progrès, des choses à faire, à améliorer, qui n'auraient pas des répercussions budgétaires importantes pour la commune. Et aussi, donc, une mesure qui peut être très simple, c'est permettre aux gens d'avoir, entre guillemets, un guichet, et notamment sur le portail de la mairie, le portail Internet, une sorte de lien qui permettrait aux uns et aux autres de signaler les incivilités. Et ça permettrait peut-être de faciliter, votre travail, mais aussi d'apporter une qualité de service supérieure aux spinoliens. Ça se fait dans d'autres communes, il y a même des applications sur smartphone pour signaler les incivilités. Donc il y a plein de petites choses sur lesquelles sans doute on reviendra, qui pourraient peut-être améliorer et sécuriser la ville, qui n'est pas non plus, on n'est pas non plus en totale insécurité, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas qu'un sentiment. Et au-delà de l'aspect budgétaire, c'est-à-dire police municipale, on embauche, il y a peut-être beaucoup d'autres biais pour améliorer la sécurité à Épinay-sur-Orge. Voilà.
Merci. Je donne la parole à Madame Badouix-Vergne. Alors moi, je reviens plutôt au tableau des effectifs. Dans le tableau que vous nous avez communiqué, effectivement, vous avez laissé apparaître en rouge, au niveau des effectifs budgétaires, des augmentations. Par exemple, on se rend compte que dans le secteur administratif, on a 4 postes en plus, le secteur technique 4 également, et le secteur animation 4. Est-ce que le fait d'avoir augmenté ces effectifs budgétaires prévoit qu'effectivement vous allez embaucher ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pour mon information personnelle, le directeur général adjoint des services, il est considéré comme attaché de catégorie A ? Merci, je réponds à votre question tout de suite. Les effectifs, c'est ça, hein, c'est pas ça. C'est ça, mais ça n'a pas été mis à jour, les suppressions. Alors, pour répondre tout d'abord à Monsieur Blottière, qui est visiblement très inspiré par ce tableau des effectifs, on reviendra sur la question de la sécurité. On commence déjà par embaucher quelqu'un pour remplacer la policière municipale qui est partie récemment. On a la possibilité d'en embaucher un deuxième qui vient de la police nationale, qui s'est présenté à nous et qui nous a clairement dit qu'il souhaitait intégrer la police municipale, donc on va voir. Donc ça, c'est une première chose. Pour ce qui est des plages horaires, faut voir avec eux, mais les plages horaires décalées sont possibles quand il y a un grand nombre de policiers. Parce que s'ils sont que 2 à rester de 20h à 22h, je vous le fais court, mais en gros, c'est ça. C'est juste dangereux pour eux. Ils deviennent des cibles et je ne suis pas sûre que ça soit tellement réalisable. Mais la discussion est ouverte et c'est eux qui répondent à ce genre de questions, ce ne sera pas moi. Pour ce qui est de la vidéoprotection, je ne vais pas m'étendre là parce que ce n'est pas dans l'ordre du jour. Effectivement, il y a un vrai sujet. Et on en a non seulement conscience, mais on va essayer d'y remédier dans le budget 2021. Vous aurez l'occasion de voir. Et puis... Alors, il y a des choses engagées. Attends, je termine de répondre et après, je te donne la parole. Et vous aviez ensuite parlé de... Ah oui, le guichet ASVP, oui, ça c'est possible aussi, mais encore une fois, c'est des postes qu'il faut que... Enfin, c'est des postes de catégorie C, mais c'est de l'embauche. Hein, c'est clairement, ça a un impact sur la masse salariale, mais effectivement, ça fait partie des pistes qu'on a en tête aussi. Et puis, il y avait une dernière chose, le guichet. Alors le guichet, en fait la police municipale a un mail. Les gens peuvent tout à fait envoyer leur mail sur l'adresse mail leur réclamation sur le mail de la police municipale. C'est existant. C'est peut-être un peu pas très connu, pas très su ou pas très utilisé, je sais pas. En tout cas, même s'il ne s'adresse pas à la police municipale, je peux vous dire qu'il s'adresse aux autres messageries de la mairie et on est parfaitement au courant de toutes les incivilités qui se déroulent sur la commune. C'est un sujet qui est important et sur lequel on reviendra, effectivement. Brice, tu veux répondre sur la vidéoprotection ? Ah, t'appuies sur... Oui, donc juste des précisions sur la vidéoprotection. Donc, Monsieur Blottière, vous parliez d'audit. L'audit a déjà été commandé. Il doit être réalisé très prochainement. C'est-à-dire que la date, c'est courant novembre. Hein, il y a eu des échanges déjà depuis le mois de juillet concernant cet audit. Alors, l'audit, il est évidemment indispensable. Quoi qu'il arrive, il y a déjà des dysfonctionnements. Il n'y a pas besoin d'un audit pour constater que le système de vidéo a été laissé à l'abandon depuis plusieurs années. On a constaté également, et ça va être remis rapidement, parce que le déport police nationale, police municipale, qui a été payé et n'est toujours pas installé donc, depuis 3 ans. Donc il manque un câble, hein, donc c'est assez bête, mais... Donc on va aussi s'en occuper. Donc il y a une mise à jour de logiciel à faire. Et autre chose aussi, puisqu'on parle d'effectifs de police, donc il y a effectivement des embauches qui sont en cours et on a un problème de locaux aussi. Donc on est en train aussi de réfléchir et de trouver des solutions pour agrandir ou déplacer les locaux de la police municipale, puisque comme vous le savez, ils ne peuvent pas accueillir plus de 3 personnes, quoi. Donc voilà pour les précisions. Après, voilà. Donc on est effectivement en cours et c'est un problème qu'on prend très au sérieux, notamment la vidéo, parce que
parce qu'on a quand même un système qui est conséquent avec plus de 20 caméras, mais pour tout vous dire, il y en a déjà au moins 7 qui ne fonctionnent pas. Merci. Olivier, tu veux intervenir? Je voudrais juste rajouter aussi un point sur la vidéosurveillance. Nous avons fait une réunion avec Île-de-France Mobilité sur le parking du T12. Et aujourd'hui, aucune mesure n'a été prise à titre conservatoire en termes de vidéo. Donc, en urgence, on va faire un courrier à Île-de-France Mobilité pour leur demander qu'ils préparent en tout cas la mise en place de vidéos, sachant que ce sera aux frais de la commune. Mais toutes les mesures conservatoires, c'est-à-dire de faire les massifs, mettre les mâts, les fourreaux et les chambres de tirage pour préparer le terrain et pour éviter de tout recasser le parking pour mettre la vidéo. On va le demander en fait à Île-de-France Mobilité qu'ils le fassent au préalable avant de redonner le parking à disposition de la mairie. Voilà. Merci. Je réponds à Madame Badoux-Vergne. Alors, dans le tableau des effectifs fonctionnaires, la colonne que vous voyez, effectif budgétaire temps complet, c'est ce qui est créé, c'est pas ce qui est pourvu. Ce qui est pourvu, c'est la colonne d'à côté. Hein, voilà. Et la deuxième question, j'ai oublié, ça concernait quoi? DGA, catégorie 1. Alors, le poste de DGA occupé par Madame Sandrine Donte n'est pas dans ce tableau parce qu'elle n'est pas fonctionnaire. Et d'ailleurs, j'en profite tout de suite avant d'oublier pour les remercier toutes les deux, Madame Verneau et Madame Donte, qui nous accompagnent et qui sont assises derrière moi. Et je remercie aussi Corentin et Lucie, que vous ne voyez pas, parce qu'ils sont derrière l'écran et ils s'occupent des moyens techniques et la retransmission de ce conseil. D'autres questions sur... je suis partie loin là. Sur la modification du tableau des effectifs, des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, dernière délibération, numéro 10. Il s'agit de la présentation du rapport d'activité du syndicat de l'Orge, de la Rémarde et de la Prédécelle. Est-ce que tu veux présenter, Olivier, ou je m'en occupe? Alors, donc, c'est une prise d'acte. Hein, il s'agit donc du rapport d'activité du syndicat, ex-syndicat de l'Orge, qui s'appelle SIORP maintenant. Voilà, est-ce que vous avez des observations, des remarques? Bon, alors on prend acte. Du coup, ce conseil municipal est terminé pour ce qui est des délibérations. Vous avez... Madame Badoux-Vergne. On avait quelques questions concernant le tableau des décisions. En ce qui concernait la décision 28, réalisation d'un emprunt de 750 000 € auprès de la Caisse d'épargne afin de financer les travaux d'investissement de 2020. Qu'est-ce que vous entendez par travaux d'investissement de 2020 pour un budget de 750 000 €? 2020 ou 2021? Et autre question pendant que vous réfléchissez, sur l'assurance, alors là, c'est que je ne dise pas de bêtises, voilà, la 24, donc la décision 24, souscription d'une assurance dommage ouvrage relative à la construction d'une médiathèque et ses services associés auprès du courtier d'assurance pour un montant de 31 514,44. Alors là, ça appelle 3 questions. La première, c'est est-ce que les personnes morales de droit public ne sont-elles pas dispensées d'y souscrire? La deuxième question, pourquoi souscrire maintenant une assurance dommage ouvrage? Et la troisième question, ne devrait-elle pas être souscrite avant l'ouverture du chantier? Alors, je vous remercie pour vos questions. La première, c'était l'emprunt. Alors, l'emprunt, effectivement, j'ai contracté un emprunt de 750 000 €. Le taux est extrêmement bas. Les conditions sont intéressantes et cet emprunt sert à payer une bonne partie des travaux de la médiathèque, qui est en cours de construction, comme vous le savez. Ensuite, pour ce qui est de la dommage ouvrage, effectivement, vos questions et vos remarques sont intéressantes. La puissance publique, enfin les acheteurs publics ne sont pas obligés de souscrire à une dommage ouvrage.
contrairement aux constructeurs privés qui, eux, doivent y souscrire avant le démarrage des travaux. Effectivement, vous avez raison. Moi, j'ai souhaité contracter ce type d'assurance parce qu'on a de gros problèmes avec l'entreprise. C'est un chantier qui se déroule difficilement, c'est le terme, hein ? C'est compliqué. Et comme on a la possibilité de contracter cette assurance dommage ouvrage en cours de chantier pour garantir les dysfonctionnements sur le clos et le couvert pendant la période de parfait achèvement, j'ai souhaité le faire comme ça m'est possible. J'espère bien évidemment ne pas y avoir à y recourir. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère ne pas être obligée de donner plus de détails sur le chantier qui est quand même assez compliqué. Pourquoi ne pas avoir souscrit au démarrage du chantier ? Alors, pourquoi ne pas avoir souscrit au démarrage du chantier ? Écoutez, ça, je vous laisse y répondre vous-même. Hein ? Je n'ai pas de réponse. Attendez, rappuyez sur votre bouton, s'il vous plaît, on ne vous entend pas, et je vous donne la parole. Dans la mesure où c'était une personne morale de droit public et qu'on n'était pas obligé de souscrire, on ne l'a pas souscrit. Oui, oui. Sauf que moi, je vous dis que les travaux se déroulant dans la difficulté, moi, j'ai préféré y souscrire au cas où il y ait besoin d'y avoir à y recourir sur un défaut sur le clos et le couvert pendant la période de parfait achèvement. C'est tout le problème de l'assurance. Si on ne la prend pas et qu'on a un souci, on est son propre assureur. Et si on la prend et qu'on n'y a pas accès, qu'on n'y a pas recours, tant mieux. Monsieur Chinardet. Oui, alors, sur le fond, moi, je pense que vous avez parfaitement raison. Simplement, il faut quand même savoir, et pour les auditeurs et les gens qui ne connaissent pas bien ce domaine, l'entreprise, elle doit avoir sa propre assurance. Donc j'espère que tout ça est en règle, et j'imagine que oui, sous le couvert de l'architecte, qui lui-même a sa propre assurance, et qui doit aussi, dans le cadre de sa mission, vérifier que tout est bien en ordre pour l'ensemble des entreprises. On a eu l'occasion, puisqu'on a été, il y a quelque temps, invité par l'adjoint aux travaux à visiter rapidement le chantier. C'est vrai, vous avez raison de le souligner, on l'a constaté, je l'ai constaté personnellement, qu'il y avait effectivement, sans doute peut-être, quelques façons de procéder à la mise en œuvre de toute la partie importante, puisque là actuellement on est encore sur la structure du bâtiment, et donc c'est pour ça que je pense que vous avez raison de le faire, c'est pour ça que je voulais le souligner. On n'est jamais trop prudent dans ce genre d'exercice. Il faudra quand même, malgré tout, vérifier que l'entreprise est bien couverte à la hauteur de son engagement et donc du coût que représentent les travaux qu'elle réalise. Il faudra aussi vérifier que les plans qui ont précédé à la construction, les plans de gros œuvres en particulier, puisque c'est de ça dont il s'agit, ont bien été vérifiés et validés par les conseils techniques des uns et des autres. Enfin bref, tout ce que vous savez, mais je pense que tout ça pour dire que ce chantier, effectivement, présente un certain nombre de petits soucis, on l'a constaté ensemble. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, et votre démarche me paraît particulièrement pertinente. Il faudra, excusez-moi, je suis un peu long, il faudra aussi pour les autres corps d'État, mais vous l'avez peut-être déjà fait, de prévenir plutôt que de guérir, et donc de vérifier que tout ce qui a été contracté, les contrats qui sont aujourd'hui en place,
sont bien en adéquation avec les objectifs qu'a ce projet et avec les objectifs qualitatifs qui doivent être mis en œuvre. Excusez-moi, je n'avais pas terminé. Je voulais juste souligner qu'effectivement, dans la décision 22, vous avez bien rectifié que donc c'est bien une analyse financière qui a été demandée, pas un audit. Donc j'ai vu que vous aviez rectifié par vous-même. Vous avez vu, on fait les choses bien. Hein. Appuyez sur votre bouton, madame. Et j'avais juste une dernière question sur les décisions. Des créneaux à la piscine de Longjumeau, que 2, ou est-ce que c'est juste pour boucler le budget de 2020 ? Décision 26. C'est que 2. Que 2 créneaux. Vous avez pu obtenir que 2 créneaux. Bien, merci pour ces échanges. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Non, j'oublie pas, Vincent, promis. Alors, puisque j'oublie pas, je te donne la parole pour que tu évoques cette histoire de siège et laissé vacant à la communauté d'agglomération et Paris-Saclay par la commune d'Épinay. En fait, on a eu quelques questions suite à ce papier que vous avez trouvé dans les boîtes et que les spinoliens ont découvert dans leurs boîtes. Avec le trombinoscope apparaît effectivement une case vide laissée vacant. Il faut savoir qu'effectivement, les règles de l'élection des conseillers communautaires est un petit peu compliquée. On a voté au mois de mars et au mois de juin dernier pour l'élection municipale, mais aussi pour l'élection des conseillers communautaires. Il y a 3 postes à pourvoir pour la ville d'Épinay. Les résultats de l'élection attribuaient 2 sièges pour la liste Imagine Épinay et 1 siège pour la liste Union municipale 2020. Il se trouve que par le mécanisme de rang, c'était Madame Véronique François, tête de liste de la liste Union municipale, qui a hérité du siège pour la liste Union municipale 2020, donc, et Madame François ayant démissionné, son poste devait être pris, et c'est assez compliqué à le voir avant, ça n'apparaît pas sur le bulletin, mais a été pris par la personne de même sexe qui était suivant dans l'ordre. Et cette personne ayant à son tour démissionné, le législateur interprète les textes actuels en disant que ce siège ne peut plus être pourvu puisque les 2 autres membres fléchés de la liste Union municipale sont des hommes, l'un ayant d'ailleurs démissionné puisque c'était de mémoire Jean-Loup Cochon, qui était le 2e de la liste, et le 4e et dernier, c'était vous, Monsieur Blotière, mais que par la force des choses, le législateur considère que ça doit être une femme, ce poste doit être occupé par une femme. Alors, effectivement, on peut s'interroger du bien fondé de tout cela. Je ne sais pas si vous avez découvert ça comme nous, quand nous sommes allés à un conseil municipal, on a découvert cela. C'est juste dommage que la ville d'Épinay, quelque part, parce que sur les sujets communautaires, la plupart du temps, il y a une forme d'unanimité. Les discussions font qu'on est en général assez d'accord sur l'intérêt communautaire de la ville. C'est un peu dommage de laisser ça, de créer une singularité, c'est-à-dire que les 320 000 personnes que représente la communauté d'agglomération, quand elles ouvrent ça, moi j'ai ma vieille mère qui habite Orsay, elle m'a dit « Tiens, c'est marrant, à Épinay, vous avez quelqu'un qui est un fantôme. » Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, les photos intéressent beaucoup les gens, les spinoliens voient ça, et je tenais un petit peu à vous expliquer quelle était la réalité de la chose. Maintenant, voilà, c'est une singularité qu'on découvre suite à la vie de la liste Union municipale. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Quelqu'un souhaite ajouter ? Vous voulez prendre la parole, Monsieur Blotière ? C'est à elle de...
Merci, Monsieur Gallet, pour ces précisions et pour finalement votre objectivité sur ce sujet. Alors effectivement, c'est pas de notre fait, hein. Moi, j'étais fléché, mais puisque le législateur, a priori, enfin du moins ce qu'en donne, ce qu'en veut le préfet, ce qu'en fait l'interprétation, ce que donne l'interprétation du préfet, il fait prévaloir une sorte de parité stricte. On a quand même le suffrage universel qui doit être mis en balance, et Madame le maire, je crois que vous êtes d'accord, on en a parlé. Pour cette raison, au nom de mon groupe, on va adresser un courrier, c'est en cours, là, il va être posté au préfet, lui demandant de revoir sa copie, un courrier articulé en mettant en avant le suffrage universel, je suis fléché, et aussi, on a aussi au sein dans notre groupe, des femmes donc, qui pourraient satisfaire à cette obligation de parité. Voilà. Mais il faut aussi, j'interviens aussi pour informer les Spinoliens qui nous regardent que ce sont des règles quand même assez complexes qu'on a découvertes, qui ne coulent pas de sens. Hein, et voilà, on subit tout ça et on estime avoir droit à une place et on souhaite l'occuper, que ce soit moi ou Mme Berras ou Mme Badouix. Voilà. Merci. Effectivement, c'est très dommage. C'est très dommage, c'est comme ça, mais vous allez peut-être aboutir si vous intentez votre recours. Peut-être que vous serez entendu. On le souhaite en tout cas. D'autres questions, d'autres remarques? Bien, j'ai dit merci. On a clos l'ordre du jour. Voilà. Alors, donc, ce conseil municipal, oui. Clos-le, mais c'est juste une remarque. Alors, ce conseil municipal est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Ah oui, pardon. Il y a des questions. Alors, je déclos, je réouvre le conseil municipal et je laisse la parole. Alors, je cherche déjà mes réponses. Qui veut prendre la parole? Madame Berras. Madame le maire, le contexte dramatique des attentats dont ont été victimes certains de nos compatriotes ont amené le gouvernement à renforcer le plan Vigipirate. Quelles conséquences pour notre ville? Avez-vous mis en place des mesures adaptées aux abords des écoles ou des accueils périscolaires? Merci. Je cherche les réponses qui sont pourtant en jaune. Je vais les trouver tout de suite. Sinon, je vais répondre de mémoire, mais ce serait mieux que je retrouve ce que j'avais prévu de vous lire. Alors, je vais répondre à cette question de mémoire. Alors, déjà, le plan Vigipirate n'a jamais été levé depuis qu'il a été mis en place en 2015. Les mesures exigées sont toujours les mêmes. Interdiction de stationnement aux abords des établissements sensibles, en particulier les écoles. Interdiction pour un nombre important limitation du nombre de parents qui doivent... je ne l'ai pas. Merci. Alors, limitation du nombre de parents qui accèdent à l'école, donc c'est un parent et pas plus. Alors, pour ce qui est de la mise en œuvre du plan Vigipirate renforcé, on n'a pas encore trop d'éléments. Ça ne nous empêche pas de vérifier... oui, on a aussi demandé au chef d'établissement de vérifier que les portes et les portails sont bien fermés. Ça semble évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça commence par ça, déjà. Et en fait, j'ai demandé aussi à la police municipale et à la police nationale de multiplier les rondes, ce qu'ils m'ont affirmé les uns et les autres qui s'en occupaient, qu'ils le faisaient. Donc en fait, les règles sont peu changées, elles sont juste revérifiées et elles seront mises au goût du jour, enfin disons, elles seront adaptées à la situation dès qu'on aura un peu plus de précision si on en a. Merci Madame le maire. Une deuxième question. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur le nouveau protocole sanitaire mis en place au sein des écoles, des accueils périscolaires et du service jeunesse? Merci. Alors, le protocole nouveau, en fait, n'est pas très différent. Enfin,
Dans les faits, il n'est pas très différent du précédent. Bon, j'arrête de farfouiller dans mes feuilles, je ne vais pas trouver. C'est-à-dire que le nettoyage est fait par les équipes de nettoyage, par les ATSEM dans les écoles, par les enseignants. Du gel est mis à leur disposition pour qu'ils puissent nettoyer leur propre matériel. L'aération des locaux est assurée de manière régulière dès que c'est possible. Les enfants sont regroupés par classe, c'est-à-dire que pour éviter les brassages et puis la rupture des gestes barrières. Donc ils sont regroupés par classe quand ils sont en cours, mais aussi quand ils sont accueillis dans les accueils périscolaires et pendant la restauration. Quoi vous dire d'autre? Les enfants portent les masques donc depuis hier, c'est obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Et dès qu'on a des informations nouvelles ou différentes, on communique avec les parents via le portail famille. Pour le service jeunesse, c'est la même chose, hein. Les mesures sont strictement identiques. En plus de ça, le service jeunesse, je ne vais pas dire de bêtises, je pars sous le contrôle de la directrice générale des services. Ces activités vont être réduites, car pas forcément indispensables en particulier. Alors c'est très dommage, hein, c'est le soir et c'est pour l'aide aux devoirs, mais les collégiens, en fait, après le collège, rentrent chez eux. En plus, on est en confinement et comme on ne sait pas trop si le couvre-feu est levé ou pas, couvre-feu, confinement, voilà. Malheureusement, les collégiens, enfin, disons, le service jeunesse ne peut plus, pour l'instant, provisoirement, continuer à assurer ces missions-là. Alors, Monsieur Legouge, oui. C'est juste un complément par rapport à ce que vous venez de dire. J'en ai informé un membre de vos adjoints tout à l'heure. Les parents d'enfants qui sont inscrits donc au service jeunesse, dont je fais partie, ont reçu 2 mails récemment du service jeunesse en donnant le planning. Or, le planning, ça c'est juste pour avoir l'information dans vos services, on parle de matchs de football en salle au gymnase Mimoun, mais les équipements municipaux sont fermés aux associations et donc en l'occurrence aussi également pour le service jeunesse. Alors on a eu l'information du changement et donc de la suppression des activités le soir, aujourd'hui, là, juste cet après-midi. Donc le mail que vous avez reçu est plus à jour. Le dernier mail date d'aujourd'hui en fait. La difficulté dans ce problème de confinement et de Covid, c'est que les informations changent toutes les 5 minutes ou toutes les heures. Enfin, c'est vraiment compliqué. Mais vous regarderez et puis je compte sur vous pour... Mais c'est juste une information pour vous et vos services par rapport justement aux services jeunesse, pour pas qu'ils annoncent ou qu'ils fassent un rectificatif assez rapidement, pour pas que les enfants s'inscrivent. Ce sera fait, vous inquiétez pas. Merci. Oui, Brice. Oui, juste aussi, un complément, parce que c'est ensemble avec Monsieur Legouge, donc qu'on en a parlé donc juste avant le Conseil. Donc il est bien confirmé, et ça c'est par le préfet, qu'effectivement, et c'était un peu votre question aussi, les gymnases sont fermés donc pour tout le monde. Associations, alors hormis professionnels, mais on n'en a pas sur la commune, à l'exception du scolaire et du périscolaire. Mais toutes les activités extrascolaires sont bien fermées, et donc les gymnases sont fermés. Donc le service jeunesse est concerné par cette interdiction également. Donc voilà, pour répondre, pour compléter votre question. Merci. Je remets mon masque. Madame Badwix. Alors, Madame le maire, le Premier ministre a fait une visite surprise au centre Emmaüs de la commune. Vous avez pu vous entretenir avec lui ainsi qu'avec d'autres membres du gouvernement dans le cadre d'une table ronde. Pourriez-vous nous faire une communication à ce sujet? Merci. Alors, effectivement, j'ai été avertie le jeudi 15 octobre de la visite du Premier ministre et de membres du gouvernement au centre Emmaüs. Donc j'ai été avertie le jeudi 15. Le vendredi 16, j'ai été avertie que cette visite était annulée
en raison de l'actualité et de l'assassinat du professeur. Et le sous-préfet m'a dit que la visite allait être réorganisée dans les meilleurs délais. Et après, donc du coup, j'ai appris, ce coup-ci, c'était vendredi soir pour samedi matin, de mémoire, que le Premier ministre se déplaçait sur notre commune avec 3 ministres, Elisabeth Borne, Emmanuel Vargon et Olivia Grégoire. Il venait présenter son projet contre la bascule dans la pauvreté et visiter le centre Emmaüs, qui est un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, je parle sous le contrôle de Omar Haddad, qui est assez exemplaire à Épinay. Parce que il y a un jardin partagé qui est entretenu et développé par les résidents, et l'association Emmaüs met en place un marché une fois par semaine, je crois, et on peut acheter des légumes sur place. C'est une structure, alors bon, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne connais pas trop, mais pour ce qui est d'Épinay, pour ce qui est du centre Emmaüs Épinay, il est très actif, très dynamique, et si on n'avait pas été bloqué par ce Covid, on aurait mis en place des partenariats avec eux, en particulier sur des missions peut-être à définir. Je ne vais pas entrer trop dans le détail parce que justement ces réunions n'ont pas eu lieu malheureusement. Et lorsque le sous-préfet est venu se présenter à nous, il y a quoi, fin septembre, on l'a vu arriver en mairie, fin septembre, et qu'on lui a parlé de nos bonnes relations avec le centre Emmaüs, je pense que ça a dû faire écho et ça a dû l'intéresser au plus haut point. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles M. Castex, enfin le Premier ministre et son équipe et ses ministres sont venus à Épinay. Donc du coup, l'objectif de cette réunion, c'était de rencontrer tous les collaborateurs d'Emmaüs, et j'en ai profité, j'ai réussi à glisser ma question. J'avais préparé une question parce que c'est très difficile d'aborder les ministres dans un cadre pareil, parce qu'ils sont très sollicités, il y a la presse qui est quand même assez positionnée autour d'eux, et l'emploi du temps, enfin le timing est très, très serré. Mais comme ils étaient en train d'échanger sur le manque de place en CHRS d'une manière générale dans les villes, et puis sur la difficulté d'avoir un accueil de qualité de la part des communes, j'en ai profité pour demander, puisque nous à Épinay on a de bonnes relations avec eux et que ça se passe plutôt pas mal, pourquoi ces places d'accueil ne seraient pas comptabilisées dans les logements sociaux de la commune. Et je me suis permis de dire au Premier ministre que ce serait un signal fort en direction des élus locaux pour que ces places et ces personnes qui ont vraiment besoin d'aide et qui sont très bien encadrées par l'association puissent, disons, être accueillies de manière un peu plus régulière, enfin, de manière un peu plus facilitée. Alors, bon, M. Castex m'a répondu que c'était une question qui lui avait déjà été posée, que ça pouvait être étudié, mais que c'était pas, qu'il fallait pas que j'y voie là une manière de me défausser de mes engagements vis-à-vis de la loi SRU. Bon, je ne sais pas comment je dois prendre ça, mais je préfère retenir qu'il a dit que c'était une possibilité qui pouvait être étudiée. Voilà, donc ça a été assez rapide, il est resté 1 heure. Ensuite, il y a eu la conférence de presse que vous avez pu voir à la télévision et sur les réseaux sociaux, et puis voilà. Oui, Nathan ? Juste une petite information par rapport au 11 novembre, aux commémorations du 11 novembre. J'en profite pour informer les élus et les spinoliens que, comme le 8 mai, en raison des circonstances, on fera le 11 novembre à huis clos, donc c'est-à-dire le maire, moi-même en tant que maître de cérémonie, et puis je propose à un élu de votre groupe de représenter donc votre groupe. Et donc voilà, on fera ça à minima pour protéger tout le monde. Voilà. Merci, c'est très dommage, mais si cette manifestation, même à huis clos, peut être maintenue, on la maintiendra avec plaisir, c'est pas le terme, disons volontiers.
Alors voilà, j'avais 3 autres petites questions. Nous, dans le mandat précédent, peu de temps avant notre départ, on avait prévu de déménager les services. Est-ce toujours d'actualité? Parce que certaines associations disent qu'effectivement, on a descendu les boîtes aux lettres et le service vie associatif est resté à l'étage. Donc, est-ce que vous envisagez de suivre ce qu'on avait prévu ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était, vous nous aviez dit que vous auriez un entretien début octobre avec Grand Paris Aménagement pour la Croix-Ronde. Donc, est-ce que cette réunion a eu lieu et où en êtes-vous? Et la troisième question, avant-hier, c'était la Toussaint. Nous, on avait aussi prévu, effectivement, de mettre en place une application informatisée pour l'emplacement des places au cimetière, parce que si vous étiez dans le périmètre du cimetière samedi ou dimanche, vous seriez dû rendu compte qu'il y a des gens qui viennent et qui ont beaucoup de mal à retrouver la tombe de leur mort. Donc, nous, on avait ça dans notre programme. Est-ce que vous envisagez effectivement une application informatisée? Merci. Écoutez, ce sont des questions intéressantes. Je ne peux pas répondre là comme ça tout de suite. Je demande à ce qu'elles soient notées et qu'on y apporte une réponse. Alors, sans forcément attendre le prochain conseil municipal, en s'adressant directement à vous, et elles seront exposées pour que tout le monde en ait bien connaissance au prochain conseil. Voilà. Oui, avec aussi avec les promoteurs, ils ont présenté. Tu réponds? Effectivement, il y a bien une réunion avec Grand Paris Aménagement, mais c'était aussi avec les promoteurs qui ont proposé des permis de construire. Donc on était plutôt sur une réunion de travail autour des projets. On n'a pas forcément parlé d'aménagement en tant que tel avec le Grand Paris Aménagement. Cette réunion-là, ou plus spécifiquement, on va travailler sur les modalités de sortie, c'est plutôt en décembre. Là, on était vraiment sur les présentations des projets qui sont en cours d'instruction de PC ou qui vont être déposés. Merci Olivier. Bon, cette fois-ci, j'ai rien oublié. Les questions, les réponses, l'ordre du jour, tout va bien. Je clôt donc cette séance du conseil municipal. Je vous remercie à tous d'y avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.